Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Joe de la team Develop Guyane. Aujourd'hui, vous voyez bien, on n'est pas à la maison, nous sommes à Paris, en plein centre de Paris. Je suis en déplacement du coup pour le CDF, et déplacement pour le CDF veut dire quoi? Rencontrer les poteaux, rencontrer en fait les personnalités concrètement de la scène du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme vous pouvez vous en douter par rapport à ce que je viens de dire, je suis avec Gabriel Soucy. Coucou Gabriel, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. Gabriel Soucy du coup qui est notre champion d'Europe en titre. Jusqu'à aujourd'hui, encore, je pense que dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Personne n'aura maintenu ce titre de champion d'Europe aussi longtemps, même que ce soit en gagnant ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a pas eu de compétition de championnat d'Europe depuis. Gabriel Soucy, du coup tu es un joueur parisien, tu es un enfant d'ici quoi, concrètement. Très clairement, formé par des gens d'ici et évoluant ici quoi. Ok. En fait concrètement aujourd'hui je voudrais répondre un peu à cette question que se posent des fois les gens parce que c'est légitime et dans le sens où tu es sur ton stream, tu es sur ta page YouTube, les gens se demandent un peu qui est Gabriel Soucy quoi concrètement, qui est ce jeune champion d'Europe, ce jeune streamer et cette personne qui aujourd'hui a autant d'influence en fait on va dire comme ça sur le Yu-Gi game français. En 2-3 mots, je suis un joueur qui a eu un parcours un peu spécial parce que je me suis retrouvé à ne jamais faire de pause réellement dans le jeu, comme beaucoup de gens. Je pense que souvent les gens disent voilà, j'ai recommencé le jeu par nostalgie, moi ça m'est jamais arrivé, j'ai juste continué. J'aimais beaucoup quand j'étais petit, et puis vers mes 12, 13, 14 ans, j'ai basculé sur le jeu de cartes physiques, réel, et à partir de 15 ans et quelques, je me suis retrouvé à aller dans un local pour la première fois. Et voilà, j'ai fait des rencontres, des gens qui m'ont permis d'évoluer dans le jeu, et aujourd'hui, ça se passe bien pour moi à ce niveau-là. Mais en fait, avant tout, je suis quelqu'un de la communauté. Je me considère plus comme quelqu'un de la communauté que comme un créateur de contenu. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens m'accordent leur confiance, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on s'est rencontrés en 2019, pour la première fois que je suis venu au CDF, en fait, après énormément d'années, après une pause, comme tu as pu le dire juste à l'instant, je t'ai rencontré, je pense que tout de suite on a un peu matché, en fait, ça s'est relativement bien passé. Moi je me suis dit, quand je suis arrivé à Paris pour la première fois en disant, en fait tout le monde se connaît, il y a vraiment un aspect communautaire, en fait, t'as l'impression que les gens se connaissent depuis beaucoup d'années. Il y a plus que Yu-Gi. Jeunes, oui voilà, c'est ça, il y a plus que Yu-Gi en fait. Il y a une vraie vie autour de ça et qui, du coup, a permis que quand l'un s'est mis dans Yu-Gi, peut-être que l'autre s'est raccroché à ça, etc. C'est aussi ça. Ouais. J'ai grandi dans ce jeu en fait, parce que j'ai commencé à 15 ans et quelques, 16 ans, allez. Aujourd'hui j'en ai 20. Ouais. Peut-être bientôt 21 en fin d'année. Peut-être, on ne dira surtout pas la date d'anniversaire. C'est ça, on ne dira pas. Non mais bon, ce que je veux dire c'est que 20 ans, j'ai gagné le championnat d'Europe à 17. C'est ça, 2019. 19, ouais, c'est ça. Sur l'année, c'est 18 ans, je me dis. 17, c'est ça, j'ai eu 18 ans. Après, dans l'année après, j'ai participé au championnat du monde à 17. Ouais. Et je pense que sur certaines questions et tout, le truc de l'âge, ça va beaucoup jouer. Je pense vraiment que certaines choses que j'ai fait et la manière dont j'ai pris certaines choses, dont j'ai réagi, dont j'ai évolué, c'est lié beaucoup au fait que j'ai commencé très jeune. Ouais. Et que j'ai eu la chance de rencontrer le succès très jeune aussi, à ce niveau-là. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Voilà. C'est vrai que, on pourrait peut-être sortir un peu de la ligne directrice, mais j'ai remarqué en fait que, moi je le remarque vraiment aujourd'hui, je vais avoir 32 ans, en fait, et je remarque que nous, des joueurs qui avons connu une certaine époque de Yu-Gi-Oh!, il est peut-être un peu plus compliqué pour nous des fois de s'imposer en fait dans le format d'aujourd'hui parce que c'est un format qui est plus interactif, plus compliqué, et en fait cette espèce de nouvelle jeunesse en fait que tu représentes et que représentent les personnes qui viennent derrière toi, tu vois, ils ont cette espèce de potentiel parce qu'ils découvrent aujourd'hui un monde qui est beaucoup plus compliqué et en même temps tout le monde a accès à l'information. Moi je me rappelle avant, pour avoir accès à des rulings et tout, fallait aller sur des forums, fallait poser des questions, espérer que quelqu'un te réponde dans la journée, des fois dans la semaine parfois même. Aujourd'hui c'est assez incroyable en fait de voir comment des choses se passent. En fait les choses ont énormément changé et c'est exactement ce que je voulais dire, exprimer, quand je dis que je suis quelqu'un de Paris et qui a eu la chance entre guillemets de en fait être élevé dans ce jeu-là. C'est-à-dire que réellement, ce problème-là que beaucoup de gens rencontrent, moi je l'ai jamais rencontré. J'avais un problème, je demandais à quelqu'un. Voilà. Et en fait, c'était des gens qui étaient déjà bien placés dans la communauté, dans le jeu, etc. et qui pouvaient me répondre.
Donc j'ai pu apprendre très vite sur le tas et tout. Et concernant l'information, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Parce que la communauté a mis en œuvre, francophone, mais surtout anglophone pour moi. Et derrière, les francophones ont suivi parce que c'est toujours comme ça. Toujours un train de retard, mais on espère qu'on rattrapera ça. On va le faire. C'est juste exceptionnel. L'accès à l'information est fou. Tu peux jouer sur des plateformes en ligne, officielles, non officielles, etc. À l'époque, c'est inenvisageable. Et effectivement, c'est plus dur pour quelqu'un qui a appris quelque chose de le déconstruire et de réapprendre, donc l'adaptation, que quelqu'un qui découvre avec directement tous les outils, c'est sûr. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas pour rien, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à revenir dans Yu-Gi-Oh! Si vous avez connu cette époque. Hein. C'est marrant parce que hier, je me suis acheté une nouvelle caméra et le vendeur me disait, mais moi j'ai connu Yu-Gi-Oh! À l'époque et tout, quand j'étais plus jeune. Il me fait, je regrette d'ailleurs de plus avoir ma carte. J'ai fait, écoute, juste derrière toi, il y a Ultra Jeu, t'as qu'à venir. Yu-Gi-Oh! Très grand potentiel. Mais oui, parce que clairement. Très grande licence, et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait que, je pense, malgré que le Covid nous ait stoppé, on a pu quand même évoluer très vite en tant que communauté et tout. C'est vrai. Nombre de joueurs, etc. en France. Parce que c'est une licence qui touche littéralement toutes les personnes qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans. Exactement. Tout le monde a connu Yu-Gi-Oh! C'est vrai. Moi, je voudrais parler un peu de toi dans ce jeu concrètement. Qu'est-ce qui t'attire en fait dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui t'a fait te dire, vas-y, allez, on va jouer. J'imagine que c'est un peu peut-être l'animé, peut-être à une époque, comme beaucoup de personnes. Bah oui, ouais, c'est sûr que, bien sûr que j'ai été happé par l'animé. Je pense que le retour de l'animé là, c'est-à-dire bon, c'est pas le format master qu'on connaît aujourd'hui, qu'on oui, connaît bien machin et tout, mais ça va quand même mettre beaucoup de gens au jeu et remettre beaucoup de gens au jeu et tout. Ouais. Donc évidemment l'animé, bien sûr. Le fait que évidemment quand t'es enfant et que la cour de récré, les gens ont des trucs, tu veux les mêmes choses, etc. Bien sûr. On a connu ça. Après, qu'est-ce qui me plaît dans Yu-Gi-Oh! Maintenant, dans ce que c'est aujourd'hui, c'est aussi bien l'aspect stratégique du jeu que l'aspect compétitif, que l'aspect social en fait. C'est vraiment le mélange des trois. Il y a des fois, je me retrouve à aller à des événements sans jouer. Sans jouer. Ah ouais. Littéralement sans jouer. Pour faire un voyage avec des amis, pour partager un super moment. C'est vrai que ça c'est incroyable quoi. Parce que j'ai vraiment mêlé vie sociale et Yu-Gi-Oh! Alors ça veut pas dire qu'il se passe rien en dehors de Yu-Gi-Oh! Mais c'est plus que juste un jeu pour moi réellement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est mon cas totalement, ouais. Et je pense que c'est ce qui rend ce jeu incroyable. Et je rajouterais, dernière petite chose, que pour toutes les personnes qui partagent cette chose-là, je pense que c'est vraiment une chance. Il y a des gens qui ne se trouvent jamais de hobby ou de plaisir, qui ont peut-être les moyens financiers, qui ont peut-être la situation qui va, mais qui n'arrivent pas à dépenser ce temps. Et c'est vraiment une chance dans la vie d'avoir la possibilité de dépenser ce temps, de faire des choses avec des gens que t'aimes, etc. Donc il faut se donner à fond quoi, dans tout ça. D'ailleurs, justement, si tu parlais des différents aspects, hein, que ce soit l'aspect social, compétitif et fun, il y a eu à un moment donné un pas franchi, j'imagine, pour te dire que tu passes du fun, parce que je me rappelle à une époque, je sais que tu as commencé avec Fleur Cardian par exemple, qui est un deck où en fait concrètement aujourd'hui des fois tu te demandes où il va tellement tu fais des il va nulle part, il va partout nulle part. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait franchir cette limite? Parce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui ne jouent que pour le fun, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à passer du fun au compétitif? Alors moi je suis pas un parcours à prendre comme exemple forcément parce que j'ai un contexte super spécifique. Mais je pense que ça peut quand même aider certaines personnes. En fait, j'ai jamais franchi ce pas. En fait, pour moi, il a été fait logiquement. Plus tu passes de temps, plus tu as envie de t'investir dans le truc. Et puis en fait, moi j'ai commencé réellement mon tout premier truc et tout, c'est un tas de cartes. Comme tout le monde, tu vas au local, un tas de cartes, tu te fais défoncer. Tu comprends que le jeu, c'est pas je pose un monstre, je pose Waboku, à toi. Peu importe l'année du jeu. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, tu te prends une baffe. Et en fait, c'est à ce moment-là que le choix il est crucial. Est-ce que je persiste? Est-ce que je m'intéresse? Est-ce que je fais les efforts pour? Est-ce qu'au final, je préfère continuer à profiter du jeu tel que je le connais moi et je veux pas m'enlever les œillères? Je pense que les gens qui choisissent ce deuxième choix sont compréhensibles, il n'y a pas de problème, mais ils loupent quelque chose, réellement. Moi, j'ai eu le temps parce que j'étais jeune, donc ça a joué.
de retenter, tu vois, de continuer à persévérer. Et on est têtu aussi quand on est jeune, des fois, mine de rien. Voilà. Ce qui est une bonne chose. Exactement. Ce qui est une très bonne chose comme une très mauvaise. et je me suis retrouvé donc à pousser le truc un peu plus loin, tu l'as dit, je suis passé par Guerrier Magnétique, donc les decks de structure qui s'assemblent, tu vois, je pense que tout le monde a fait ça. T'achètes 3 decks de structure et tout d'un coup, tu te dis, ça y est. Ouais, allez, c'est ça bon. y est, Là, je vais y aller. Là, c'est sûr, j'explose tout le monde. tout le monde. Je vais leur faire comprendre, quoi. C'est sûr, j'explose tout le monde. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est différent. Moi, je te parle de ça, c'était fin 2016, tu vois. Ça veut dire que, encore, on avait ce problème-là, encore en 2016, d'informations qui étaient trouvables nulle part. C'est vrai, c'était compliqué. Moi, ma source d'information, c'était, en l'occurrence, bon, je vais parler d'Ultra-Jeu parce que c'est la boutique dans laquelle j'allais, c'était les vidéos d'ouverture d'Ultra-Jeu qui était l'une des premières boutiques et l'une des seules à faire ça, que beaucoup de personnes ont connu. J'embrasse d'ailleurs le gérant de l'époque qui s'appelle Elmi, s'il tombe sur ça un jour, voilà, une personne incroyable. Et tout ça pour dire que voilà, on n'avait pas accès à l'information, donc je prends 3 decks de structure, j'y vais, machin, il me fait retourner. En plus, j'avais parié sur le mauvais cheval, j'avais parié sur Guerrier Magnétique alors qu'il y avait ABC. Mon amour pour Yugi qui me trahit. C'était pas pareil, en effet. Donc je me sens eu, mais je persiste comme ça, et je reste beaucoup dans cette loupe un petit peu, dans cette boucle où beaucoup de gens sont, c'est-à-dire qu'en fait, tu joues casual pendant très longtemps, et en fait, tu veux pas accepter. Tu veux pas accepter. Ouais, c'est là, t'es buté dans ton truc, quoi. En fait, voilà. Et au final, j'ai compris, avec le temps, qu'en fait, le jeu, il a juste plusieurs aspects, et qu'il faut les accepter. Si tu veux profiter de ton deck casual, si tu veux jouer casual ou rétro, c'est encore autre chose. Tu peux, mais il faut le faire avec des gens qui veulent aussi le faire, ça. Ouais, et il faut le faire avec des decks. En fait, il faut quand même des connaissances, parce qu'il faut le faire avec 2 decks qui peuvent s'échanger les coups. Moi, en l'occurrence, à l'époque, je vais à des tournois compétitifs avec un deck où je veux jouer casual. Donc j'ai un décalage. Dur, Et là, c'est là où beaucoup de gens, encore une fois, c'est la deuxième baffe, et peuvent totalement quitter le truc. Alors qu'en vrai, moi, je profite du jeu de plusieurs manières aujourd'hui. Je joue compétitif parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, parce que pour moi, c'est l'aspect principal du jeu. Voilà. Mais je joue aussi casual, 2 decks pas très bons, mais de la même force, et on se tape, et des fois, c'est une autre manière de jouer à Yu-Gi-Oh! Qui est super agréable aussi. Et puis tu peux te taper en rétro aussi, si tu veux retrouver les choses de ton passé et tout. Donc en fait, le jeu, il a tout plein de possibilités, et comme elles sont pas superbement mises en exergue par Konami, c'est-à-dire que t'as pas des tournois casual, des tournois rétro, tu vois. Même s'ils ont dit qu'ils allaient essayer Il y a qu'un seul format pour l'instant. Toi, quand tu es passé dans la compétition, t'as fait du résultat au final, quoi. T'es arrivé au championnat d'Europe, t'es arrivé en finale de championnat d'Europe, certes contre un Français. Au final, vous êtes arrivé à toi et Samir, l'un contre l'autre. Mais j'ai envie de dire, là encore une fois, c'est passer un pas, c'est passer un cap, j'imagine, au niveau compétitif. Et parlons un peu de tout ça, de tout ce qui s'est passé justement, ce côté, allez, je vais au championnat d'Europe, j'arrive en finale. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là, quoi? Ok. Moi, j'avais fait quelques résultats au préalable. Donc je peux pas dire que j'arrivais non préparé ou que j'arrivais sans imaginer que ça pouvait être une option de le gagner. Alors évidemment, ça paraît toujours très loin. Parce que si je reviens 1 an en arrière, je suis en train de regarder les championnats d'Europe sur mon téléphone, tu vois, et je me dis waouh, incroyable, tu vois, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir à être en feature match comme ça, être les meilleurs joueurs du monde, en tout cas d'Europe, quoi. Et vas-y, un jour peut-être j'essaierai d'être à ce niveau-là. Mais compliqué de se dire que réellement ça va arriver. Et derrière, tu l'as dit, je commence le compétitif, je fais des résultats en WCQ, en régionaux, je fais des résultats un petit peu en YCS et tout. Et en fait, il y a le CDF qui arrive. Et avant le CDF, il y a un deck qui sort qui s'appelle Salamangreande en l'occurrence. Le deck. Et ouais, le deck. Faire un t-shirt, parce que c'est ta marque de fabrique, on le sait tous. Malheureusement, ouais. ça m'a collé, ça, c'est vrai. Et en fait, je fais énormément de résultats sur une toute petite période qui est les 2 mois avant le CDF ou les 3 mois avant le CDF, où il y a énormément de régionaux. Je pense que là, on est littéralement dans cette période-là. C'est ça. Et t'as vu, il y a énormément de régionaux. De régionaux, ouais. Et en fait, c'était un format où peut-être que les gens vont avoir du mal à imaginer ça aujourd'hui parce qu'on s'est pris le confinement en pleine tête et que la banliste est un peu chelou, donc le format est un peu chelou. Mais en fait, quand tu étais meilleur, tu gagnais point en fait. C'était très rare de perdre des games parce que variance ou parce que malheureusement situation qui est ingagnable et tout, c'était plus rare qu'aujourd'hui. C'est pas forcément une mauvaise chose, le jeu aujourd'hui se porte correctement, mais il se portait mieux encore à l'époque. Et donc en fait t'en gagnes 1, 2, 3, 4, tu vois, j'en gagne genre 3 ou 4 de suite, je fais des très bonnes performances. Il y avait d'autres gens à l'époque qui faisaient très bonnes performances aussi, et j'arrive au CDF, pas favori, mais
j'ai mon coup à jouer. CDF, ça se passe plutôt mal, de mon point de vue. De ton point de vue. Donc je top, ok, mais ça c'était, on va dire, dans ma tête c'était le strict minimum, ne pas top au CDF, pour moi c'était inenvisageable parce qu'ils ont toujours fait en sorte que ce soit un gros top cut par rapport au nombre de joueurs. Genre là c'était top 128 pour 1200 joueurs, c'est-à-dire les top 10% de la salle passent. Enfin voilà, moi pour top, ça permet quand même qu'il y a pas mal du monde qui passe quoi. Il y avait des X3-1 qui sont passés. Ah oui, quand même, sur 11 rounds. C'est-à-dire que c'est assez simple, tu compares un YCS, même nombre de personnes, c'est un top 32. C'est-à-dire des fois X2 tu passes pas. Donc X3-1, X2, on est sur quelque chose de totalement différent. De plus accessible en tout cas. Totalement. Donc le top cut pour moi, c'était pas un objectif, c'était le strict minimum. Et derrière en top cut, je perds une game terrible où pour l'anecdote, avant la game, je parle avec Samir et on parle de nos différents builds et moi je lui dis que je jouais 3 Will of the Salamangre, une carte magie, bref. Et il me dit qu'il trouvait que c'était trop et il me dit cette fameuse phrase, il me dit un jour t'en piocheras 3 et tu regretteras. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe game 3 de ma game, j'en pioche 3 et j'ai effectivement regretté dans un match-up où c'était pas fou de l'avoir quoi. En plus. Donc bon, je perds en top 128. Et en fait moi ce qui m'embête c'est que les résultats en régionaux c'est quelque chose, mais moi je voulais avoir un petit truc avec ce deck là, un petit résultat quand même, parce que je m'en sentais capable et parce que c'est pas des opportunités que tu as tout le temps. Les cerveaux ils sont faits différemment. Dans ce format là j'étais super à l'aise, dans d'autres je savais pas si je le serais ou pas. Donc je voulais saisir cette opportunité. Et la dernière que j'avais c'était le championnat d'Europe. Et donc tu étais qualifié d'ailleurs en WCQ, c'est ça? Bien sûr, évidemment. Avant ça, il y a les playoffs et tout, bref, moi j'y participais pas. Et il faut savoir que Tristan qui gagne le CDF, c'était... En fait, ça m'a libéré d'une pression de devoir faire quelque chose à l'Europe, parce que Tristan, je m'étais préparé avec lui. Lui, il avait commencé le jeu un peu avant, et je l'avais croisé ultra jeu via des connaissances autres. Ah non, mais Tristan, c'est un mythe, hein. En gros, il a commencé 6 mois avant et il a roulé tout le monde, quoi. Voilà. On a fait des sessions avant le CDF, on a fait un mois full entraînement et tout. On est arrivé avec plus ou moins la même liste, plus ou moins les mêmes idées. Et il a fini par gagner. Et voilà, moi je me prends pour personne. Je suis pas sensei, je suis pas voilà. Mais je sais qu'on s'est entraîné ensemble et quelque part quand il a gagné, c'est une partie de moi qui gagnait. Bien sûr. Dans ma façon de ressentir les choses. Je lui enlève rien. Il est winner, first place, basta, tu vois, il n'y a rien à dire. Il a prouvé qu'il avait largement les capacités, le niveau. Voilà, il y a les feature match qui le prouvent de toute façon, il n'y a rien à dire. Derrière, l'Europe, moi je me remets à fond et 2 fois plus à fond que alors que j'étais déjà à fond. Là, je vais donner un conseil pour les gens qui, si un jour vraiment ils se mettent à Yu-Gi-Oh! Et tout. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le sport, par exemple. Vraiment, parce que j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je me consacre à 100%. Ça m'a été super bénéfique, mais Yu-Gi-Oh! Tu peux vite tomber dans ce truc-là où en fait, ça remplace ton activité sportive et derrière, physiquement, ça se ressent. Donc, évidemment, tu stoppes le sport. Voilà, je pense qu'on l'a vu à l'Europe, j'avais pris du poids, j'ai toujours gardé ce poids au final. C'est pas quelque chose qui me dérange, parce que j'ai toujours été sportif et qu'au final, je m'en fiche un peu. C'est un choix. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai préféré donner des importances à d'autres choses. Mais voilà, je conseille aux gens de quand même garder cet aspect-là, parce que je pense que c'est limite bénéfique de toujours avoir, toujours faire du sport, etc. Je pense que ça m'aurait aidé dans ma préparation aussi. Donc j'ai sous-estimé ça. J'arrive à l'Europe. Si tu veux boire de l'eau. T'inquiète. J'arrive à l'Europe préparé. Et là, en fait, c'est bizarre parce que la pression elle était redescendue avec Tristan et elle remonte parce que les playoffs, les 2 Français qui sont qualifiés se font éliminer. C'est vrai. Pas de Français au World. C'était chaud ça quand même. Hein. C'était très chaud. Tristesse, tout le monde n'est pas bien et tout. Et en fait, après, c'est arrivé tellement vite, c'est très compliqué à expliquer. Moi, je vais être très honnête avec toi. Quand tu gagnes un événement, il y a toujours une part de réussite, de chance, tu l'appelles bien sûr, ah oui, ça c'est clair. Toujours. Ça, c'est clair. J'aurais pu avoir le même niveau, perdre en rune, par full malchance. J'aurais pu avoir le même niveau, perdre en top. J'aurais pu avoir le même niveau, etc. Donc il faut de la réussite. Maintenant, je pense qu'évidemment, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et je pense que le niveau, je l'avais, il n'y a pas de question là-dessus. Arriver en finale contre Samir, c'est une opportunité pour moi, une aubaine, parce que c'est plus simple en fait, c'est moins de pression, etc. Tu connais le joueur en face, quoi, au final. Alors connaître, on n'était pas super amis ou quoi, on s'est jamais vraiment fréquenté. D'accord. Mais oui, on se côtoie, quoi. Genre, parce que c'est quand même une pression hein, d'avoir un très bon joueur en face de toi que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais même discuté avec et tout.
Je pense que si ça avait été mon premier résultat à un truc international, je pense que je me serais fait exploser en top, sincèrement. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai eu les étapes dans le bon ordre. Des fois, souvent je dis ça, tu vois, à des joueurs qui commencent ou quoi, et des fois on gagne trop tôt. Et en fait, c'est très négatif en fait pour la personne parce qu'elle va se complaire dans des idées qui sont les mauvaises. Moi, j'ai fait les marches au bon moment, au bon endroit, j'ai été accompagné. C'est pour ça que je dis que j'ai vraiment, en fait, que je sais pas si c'est refaisable en fait pour quelqu'un. J'ai vraiment eu cette chance-là d'être accompagné et tout, par des gens qui étaient très bons à l'époque et qui m'ont beaucoup aidé. Après, les dernières marches, je les gravis seul, tu vois. Parce que c'est toi qui dois les gravir de toutes les manières. C'est ça. Je pense qu'en fait, j'ai été accompagné jusqu'au niveau WSQ et après, je parle régional et après, voilà, faut avancer seul évidemment. Et donc l'Europe, en fait, voilà, franchement, je saurais pas vraiment dire ce qui se passe dans ma tête. Ce que je sais, c'est que je suis en top cut, top 16. Et en fait, j'étais très heureux d'être arrivé en top. C'était un top 64 alors. Donc j'arrive en top et je suis très heureux d'avoir ce résultat-là avec Salamandre, tu vois. Et je me dis, maintenant, on va aller chercher le plus loin possible. Je prends match par match parce que je sais que plus tu vises loin, moins tu te concentres sur le moment présent. C'est vrai. Et donc je prends match par match et en fait c'était simple pour moi. Je saurais pas te l'expliquer, mais c'était simple pour moi, réellement. C'est vrai que ça s'est vu, ça s'est vu d'ailleurs dans le déroulé de tes matchs, que en vrai tu gérais vraiment la situation. Il n'y a pas eu de. Enfin moi je me rappelle parce que c'était un week-end et moi j'étais chez mon père. J'avais allumé la grande télé du salon, j'ai pas bougé du salon tout le week-end et on était plusieurs en UN d'ailleurs à pas avoir bougé, à regarder quoi. En fait c'est ouf parce que moi j'ai une anecdote qui est sympa, vraiment. C'est qu'en top 7 je suis en feature match contre Trickstar. Et en fait, j'ai même pas eu un parcours simple, tu vois. C'est-à-dire que top 64, je joue contre David Herpen, je crois, qui est un joueur suisse qui derrière, juste après, fait top 8 YCS, top 4 YCS à Ghent, à Londres et tout, donc c'est un très bon joueur. Je l'élimine. Je joue contre un joueur grec, je me rappellerai plus le nom, un super joueur aussi, multiple top win YCS 2 fois. Ils sont pas là pour rien, quoi, les gars, voilà. Bien sûr. Je l'élimine. Derrière, en top 16, je tombe face au joueur Trickstar. Ma motivation, c'est que je peux pas sortir face à ça quand même, tu vois. Le mec, c'est un peu l'outsider, je peux pas sortir face à ça. Je suis en feature match et tout, c'est un match-up un peu piégeur à ce moment-là, parce que tu peux te faire avoir. Bref, et l'anecdote en gros, c'est que je gagne ce match-là et quand t'es en feature et que tu termines au time et tout, tu vois, limite, en fait, les autres, ils ont terminé depuis 1 minute, quoi. Logique. Et donc on me sort de là, ensuite du coup top 8, tu dois faire une interview écrite, donc en gros il y a un mec qui te pose 4 questions, on n'est pas des rostins. Comment tu vas, tu t'appelles comment, tu te sens comment, tu joues quoi, voilà en gros c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Mais du coup voilà, tu t'assois, tu réponds, machin, ok le mec note. Et derrière vas-y va à ta table, vite, ça a commencé, va à ta table et tout, ok vite. Je vais à ma table, machin. Là c'était speed, entre top 16 et top 8 c'était speed. Et donc je m'assois, je joue contre un Italien encore une fois, un mec qui a gagné un YCS et tout, bref. Je le bats. Et le mec s'effondre. Alors après, je vais genre s'effondre en pleurs et tout. Il s'effondre. Le mec, il larme aux yeux. Incroyable. Je vais pas dire qu'il était en train de pleurer ou pas. Mais en tout cas, il est pas bien. Mais il est pas bien. Et je vois qu'il est pas bien. Et je vois ses potes qui viennent le consoler. Et je me dis, mais alors ok, bon, je l'ai éliminé. Mais qu'est-ce que. Et en fait, quand je tourne ma tête et que je vois mes potes et tout, que je comprends qu'en fait je viens de gagner le top 8. C'est-à-dire que je vais en top 4, ça veut dire que je vais au World. D'accord. En fait, comme ça s'est enchaîné, top 16, top 8, j'avais totalement zappé. Totalement zappé. Ah ouais, quand la fiche elle est tombée là, ça a dû faire quelque chose. Donc je vais au World. Incroyable. Et donc en fait, ça se transforme de. Je vais faire un gros résultat avec Salamandre parce que je pense que j'ai les capacités, parce que je me suis donné les moyens, parce que machin, je vais au World. Et là, ça prend une dimension totalement différente. Ah ouais, là, tu m'étonnes. Je vais en feature match contre Herman Hanson, gros joueur aussi. Je me retrouve à parler un petit peu avant avec un ami qui s'appelle Sofiane, qui est un peu... on a une relation pas grand frère, petit frère, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus mature que moi, etc. Donc il m'aide beaucoup sur plein de choses. Et je lui dis honnêtement, en fait là, honnêtement, je suis arrivé à un point où je vais faire mon maximum. Mais franchement, je perds, tu vois. Je perds. C'est pas grave. En vrai, c'est peut-être la bonne mentalité à ce moment-là. Moi, aujourd'hui, je donnerais le conseil inverse à quelqu'un. Mais je vais pas te mentir en disant que j'avais la mentalité du winner. Je vais pas te mentir. Donc voilà. Honnêtement, je suis en mode je perds. Je suis au World. J'ai accompli largement ce que je voulais accomplir. Si je perds, je perds. Voilà. Je joue, je gagne. Et là, par contre, ça a changé. Là, il y a eu un déclic, il y a eu un truc pour la finale.
où en fait, c'est pas une question de Samir, pas Samir en face, je pense même pas à ce moment-là. C'est juste que j'ai l'opportunité d'une vie peut-être. Parce que je sais que peu importe mon niveau, je peux, c'est possible, ne plus arriver à une finale de toute ma vie. Ouais, je le sais. Ouais. Donc je dois la jouer à 100%. Donc là, je veux absolument la gagner. Et après, il se passe ce qui se passe, et voilà. Je pense que pour moi, arriver en finale sur un match à miroir, c'était les étoiles alignées, quoi, parce que je peux pas le perdre, quoi. À ce moment-là, je peux pas le perdre. Et pourtant, Samir, il avait un build d'assassin. Hein. Ah ouais, c'est clair. Vraiment. Il avait Sanctum, non? Il avait Side Sanctum, il avait je crois. super non, il avait poli, main Sanctum, non? Il jouait main deck super poli dans le miroir, qui est une dinguerie et tout. Bref, il avait un build qui était le sien. Moi je préférais le mien, mais c'est logique. Oui, bah oui. Lui il préférait bon, le sien. chacun, votre build avait fonctionné jusque-là, quoi, de cette manière. Mais derrière, si tu refais la game, tu vois, la 1, il peut la gagner. C'est lui-même qui me le dit. Et ça, c'est pour montrer la mentalité des winners, quoi. C'est-à-dire que lui, quelques semaines après, il m'appelle, parce que du coup, ça crée un lien, forcément. Bah surtout oui, que lui, sûr. c'est quelqu'un. Bon, il y a des choses qu'on peut aimer chez lui, des choses qu'on peut ne pas aimer, c'est un être humain, quoi. Mais c'est un grand joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. Parce que il prend la défaite avec une simplicité incroyable. Le mec perd, il a le sourire. C'est vrai. Et en fait, par ce sourire-là, c'est plus que juste prendre bien la défaite, c'est me laisser profiter de mon moment. Exactement. Et ça, c'est un respect incroyable. Ouais. Donc moi, encore aujourd'hui, on n'a pas la meilleure des relations et tout, mais ça, je pourrais jamais lui enlever. Mais c'est sa marque de fabrique, hein. Tout le monde lui reconnaît ça. Moi, clair. ça, voilà, je sais reconnaître les bonnes choses chez les gens, en tout cas, j'essaye. Donc voilà, le mec prend la défaite comme ça. 2 semaines après, il m'appelle, parce qu'il y avait le World et tout, donc on était restés en contact. Et il me dit, en fait, là, je viens de voir, je pouvais gagner la 1, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit... moi, je le savais parce que j'avais regardé la game beaucoup et tout, mais je vais pas l'appeler. Ah, en fait, tu pouvais gagner la 1, bien machin, sûr, logique. Non. Il m'explique un petit peu le play que lui, il avait vu et tout, on en discute, machin. Tout ça pour dire que cette game, elle était jouable, en fait. Ouais. Et je pense que c'est bien de voir une game en finale, une apogée du jeu, où en fait c'est dur de la gagner, mais il pouvait la gagner. Ouais. Donc ça veut dire qu'il s'est pas fait arnaquer, tu vois. C'est ses choix en fait. Parce que derrière la 2, il brique un peu. Ouais, c'est ça. Donc les gens se sont dit qu'il a pas eu de chance et tout, mais encore une fois, Yu-Gi-Oh, quand tu crées une situation et qu'après t'as de la malchance, en fait tu pouvais la résoudre au premier. S'il gagne la 1 par exemple, qu'il techniquement devait gagner entre guillemets, peut-être que moi aussi je pouvais jouer différemment, mais voilà, il avait une occasion de la win. Peut-être que la 2, il go first au lieu de second, il gagne, je sais pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Okay. Et derrière, je pense que derrière, c'est un peu la chute pour moi. Mais je pense qu'on en parlera après, mais gagner un championnat d'Europe si jeune, dans la communauté qui était Yu-Gi-Oh! À cette époque-là, je suis pas sûr que c'était une bonne chose pour moi sur le long terme. On va parler maintenant du World. Alors, ce World, c'est incroyable. Moi, je sais, j'étais chez moi et je me dis, punaise, Gabriel Soucy, il est au World. Un Français est au World. Je le connais en plus, c'est incroyable. Ça va être un truc de fou. Là, moi, je te dis, hein, j'ai pris les popcorns. Je te jure, j'ai fait des popcorns chez mon père. J'ai dit, papa, écoute. Il n'y avait pas le match de Marseille ce week-end-là, donc c'était bien. J'ai squatté la télé du salon. Je suis sorti de chez moi, je suis parti chez lui. Je fais, allez, on va regarder, on y va. Et on était plein comme ça en Guyane, dans notre communauté, à se dire, allez, on y va, on envoie toutes les forces. C'est Genki Dama, tu vois, on envoie tout ce qu'on a à Gab pour qu'il puisse faire du résultat. Et c'est incroyable, j'imagine, moi c'est un rêve de pouvoir aller au World, même en tant que juste spectateur, ça me va. Tu vois. Alors bon, comment est-ce que tu vis tout ça? En fait, déjà je pense, pour commencer, déjà l'impact de gagner l'Europe, je me rends pas du tout compte sur le moment. Parce qu'en fait, ça a un impact incroyable en fait sur... Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si ça avait été un de mes potes qui avait gagné l'Europe à un moment où les Français ne faisaient aucun résultat, parce qu'avant la saison 2018-2019, un Français qui faisait un top OICS, c'était incroyable. C'est vrai que c'était assez incroyable. Incroyable. Là, sur cette saison-là, il y a quelques Français qui font des résultats, mais ça reste assez fou de top OICS et tout. Là, il y a un mec qui gagne l'Europe. Ça n'a aucun sens, tu vois, limite. Ça nous replace sur le niveau européen, ça nous replace bien et tout. Samir et moi, en finale, ça fait 2 Français au World alors qu'on était condamnés à 0 à cause des playoffs. Et c'est pas du tout de la faute des deux participants, ils ont fait de leur maximum. Et donc on arrive dans cette préparation-là du World. Et donc constat de base, je pense que beaucoup de gens le pensent aussi, mais moi, visiblement, j'avais la naïveté de penser qu'on pouvait faire un résultat sans avoir jamais fait un World avant. C'est impossible. Ah ouais? Je n'y crois pas. Quelqu'un qui a son premier World fait un super résultat, et pour moi un super résultat c'est à partir de top 4. C'est pas top 8, c'est à partir de top 4. Oui, parce que top 8, comment ça se passe concrètement? C'est pas un tournoi en fait, enfin c'est pas un tournoi normal quoi, il n'y a pas des rounds et tout quoi. C'est pas un tournoi, en fait
c'est un tournoi, Ouais. mais tu vas voir que c'est bizarre en fait, c'est très bizarre. Pour moi, top 8, et c'est pas pour discréditer ceux qui ont fait top 8, hein, je mets bien les trucs en contexte. Voilà, je vais attendre un petit peu. Hein. Paris, c'est la douce musique. Donc c'est pas pour discréditer les gens qui font top 8, mais c'est juste que c'est une réalité. Parce que top 8, tu as le même traitement, les mêmes lots, tout pareil que si tu avais fait pas top en fait. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, le véritable top, c'est le top 4. Il faut gagner une round après le top 4. Voilà, bref. Et pour moi, c'est impossible de faire ça la première fois que tu vas au World. Moi, j'ai fait, et j'expliquerai peut-être la route après, mais moi, j'ai fait 12e ou 11e. 12e ou 11e, je sais plus, bref. Après les rounds, en faisant X2, mais un goal average trop faible pour passer dans le top. Il y avait 1 ou 2 X2 qui passaient, et il y en avait 3 à peu près qui passaient pas, 3 ou 4, bref. Donc voilà. Donc j'étais pas triste parce que je m'y attendais de ouf. Je savais que j'avais un mauvais goal average. Tu t'étais pas fait des idées quoi, tu t'étais pas fait un film quoi. Pas du tout, je m'étais pas fait de film. Mais moi je pensais que j'avais le niveau, tu vois, et c'était pas une question de niveau en fait, c'est que le World c'est une compétition fermée. C'est-à-dire qu'en fait tu connais tous les participants. C'est-à-dire qu'en fait tu ne fais aucun choix comme d'habitude. Parce que tu connais tous les participants. Tu peux littéralement faire un tableau et faire des prévisions sur ce que tu penses qui va être joué par qui. La tier 1 de qui va jouer quoi. Voilà, et donc ça n'a plus. En fait, c'est un tournoi fermé. J'appelle ça un tournoi fermé. Il y a certainement un terme que je connais pas pour le dire, mais c'est un tournoi fermé. Les joueurs, c'est un invitationnel en fait. Oui, voilà, c'est un invitationnel, exactement. Et donc, la préparation est différente. En plus, il y a une banlist qui est complètement différente, quoi. Bah oui. Ça, c'est le plus gros changement. En fait, en gros, moi, je suis dans la situation où il y a 2 mois avant le World, 1 mois et demi, 2 mois, et on doit attendre la banlist TCG, parce qu'on ne sait pas si elle va être active ou non pour le World. Je commence évidemment l'entraînement avant, avec la banlist à ce moment-là, et je me retrouve à jouer des bails de Altergeist Bresson. Dans mon deck, il y avait Witchy Strike. J'étais archi confiant, tu vois. J'étais archi confiant parce que j'avais vraiment travaillé le format. Moi, je l'ai travaillé principalement avec Quincy, Jay Quincy, que j'avais rencontré avant et tout. Et résultat, il y a la banlist qui tombe 1 mois avant le World, donc ça laissait quand même du temps. Et cette banlist, elle change un peu tout, et je me retrouve à jouer Salamandre. Et en fait, on m'a vu un petit peu bloqué sur ce deck-là, alors que j'ai jamais bloqué, j'ai toujours joué, et je continuerai à jouer le deck que j'estime être le meilleur choix pour l'événement. Je suis bloqué avec aucun deck. Évidemment, ça m'arrangeait que Salamandre s'avère être le meilleur choix à mes yeux. Bah oui. Donc voilà, je me prépare. La préparation, c'est assez bizarre à ce moment-là. Je suis dans une équipe compétitive. Et ça a totalement changé ma vision des équipes compétitives. Aujourd'hui, je ne ferai jamais plus une team compétitive si je n'ai pas les commandes entières et tout. Parce que, en fait, c'est dur pour les gens de s'investir pour quelqu'un d'autre. C'est juste logique, en fait. Donc, j'ai pas le soutien que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Je me retrouve à playtest seul un peu, tu vois. Avec Quincy, c'est sûr, mais seul quand même. Pas avec tout ce que tu aurais aimé avoir, en tout cas. Voilà, c'est pas ce qu'une équipe est censée t'apporter. Maintenant, les gens sont ce qu'ils sont, tu vois, ça, c'est pas une reproche du tout. Bien sûr. Et donc, je me retrouve la plupart du temps à faire des games contre moi-même, littéralement. Contre moi-même avec deux écrans, 2 trucs DB, littéralement contre moi-même et tout. Et ça se passe bien, ma préparation elle se passe bien. Je trouve que j'avais un bon choix de deck. C'est Salam contre Salam en finale. Donc voilà. J'avais aussi une bonne lecture de qui jouait quoi et tout. Mais en fait, le World, c'est une ambiance. C'est plein de choses qui font que ça reste très compliqué pour ta première fois. Moi, je suis content d'avoir fait, on va dire, X2 sur Synchrone. Donc c'est pas bien sûr, d'avoir fait X2. C'est un peu bâtard d'ailleurs, Synchrone en fait en vrai. C'est compliqué Synchrone, c'est sûr que c'est compliqué. Vu qu'il y ait 1 ou 2 X2 qui passent et 3 qui passent pas, il y a des gens qui peuvent trouver ça unfair. Moi je trouve ça. C'est les rounds suisses, c'est la dureté des rounds suisses, c'est comme ça. Ici l'aspect compétitif, c'est le haut de la compétition. Il faut accepter, donc j'accepte sans problème. Et donc les Worlds en soi, c'est vraiment quelque chose de. Moi, c'est l'une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues de ma vie. Parce que tu te retrouves avec que des gens qui en fait partagent beaucoup de choses que tu dans ton mindset et tout. C'est des gens compétitifs, très intelligents pour la plupart, très gentils, qui sont tous heureux d'être là, donc vous passez tous un super moment. T'apprends beaucoup de choses, c'est des cultures différentes. Donc c'est incroyable, c'est un moment de fou. Tu vas quelques jours au préalable parce qu'ils te font faire des activités. Bon,
Moi je suis pas fan de ça parce que t'es obligé à faire des activités alors que je pense qu'à un jour du World, tu vois, t'as pas envie d'aller visiter des musées toute la journée. T'as peut-être envie de te poser et tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, en soi, c'est les règles, je les respecte et basta. Le tournoi commence et je pense que j'ai pas eu un tirage facile parce que je commence par Chiaching, donc je commence en feature, ce qui est jamais simple. Et donc c'est-à-dire que tout le monde connaît mon deck dans la salle. C'est ça. Tu vas me dire dans une salle de 28 personnes. Au final, oui. Voilà, mais j'aurais pu avoir la chance derrière de tomber sur des gens qui connaissent pas mon deck. Ça aurait pu être une chance. Ou en tout cas, ta manière de jeu aussi. Parce voilà, qu'il y a ça puis aussi, c'est plus stressant, puis ils peuvent savoir plus exactement ce qu'il y a dans mon deck ou ce qu'il n'y a pas. Et ça, et des compagnies, bien sûr. Mais je le prends pas comme un mauvais truc d'être en feature, c'est pas une excuse du tout. Après la route, bon bah Chiaching c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un que je connaissais parce que je connais un francophone qui connaît des Taïwanais et les Taïwanais. Ok. On joue l'un contre l'autre. Et là, par exemple, je vais te donner un exemple qui est exactement ce pourquoi je n'étais pas assez préparé pour le World. Je joue, et en fait, je me retrouve game 2 à la perdre, alors que j'avais gagné la game 1, et je la perds sur un ruling obscur. C'est-à-dire qu'en fait... Ah oui, je me rappelle. Ah oui, une histoire, et tu vas voir que ça va... En fait, les escaliers vont dévaler, tu vois. Donc en gros, je me retrouve à la perdre parce que je fais un move d'OTK et du coup, au bout d'un moment, je blockchain effet gazelle sur le terrain et effet foul dans la main. Donc je construis un blockchain. Si vous connaissez pas Salamgrad, vous n'avez pas besoin de savoir ce que les cartes font, on s'en fout. Et en fait, le mec me dit, bah moi je fais strike, mais je fais strike sur gazelle. Moi je lui dis, mais c'est pas possible parce que... Mon blockchain, c'est 2 trigger effects, donc je blockchain comme ça, et nous sommes en Europe. Le World, les règles dans le rulebook qu'on t'envoie, c'est que les rulings sont appliqués en fonction de où est le pays, où a lieu la compétition. Donc je lui dis non et tout. On call judge, etc. Et alors là, je vais pas partir dans une théorie du complot, je me bats les steaks, franchement. En tout cas, c'était ruling OCG. Donc ruling OCG appliqué, et donc il peut. Et ça me fait louper l'OTK de 100 points de vie. 100 points de vie. Quoi. Ok, bon. À ce moment-là, du coup, on perd du temps par rapport à cette interaction. Et il ne nous rajoute pas de temps, le judge. Bon, en soi, ok. Fin de la deuxième, c'est le time qui est appelé. Moi, je call judge, je call à judge, etc. Parce qu'à ce moment-là, je veux gagner, parce que je me sens à l'aise et supérieur, en fait. J'ai l'impression que je suis meilleur que lui. Je pense que j'étais meilleur que lui avec Salamangreat et tout dans le miroir et tout. Et donc, je me dis, faut que je prenne la win. Je vais pas commencer avec une draw. C'est cette peur-là de commencer avec une draw. Et tu vas voir qu'au final, ça n'avait aucun impact. Et je joue contre le mec, la 3, et la 3, je pioche et je brick. Je brick. Scythe, Sanctum, voilà, bref, je pouvais rien faire. On s'en fout. Et en fait, cette défaite-là, derrière, ça me fait commencer avec une lose au lieu d'une draw, qui ça aurait pu être une victoire évidemment, mais en fait, la draw, c'est un bonus. Parce qu'en fait, X2, techniquement, tu passes pas. X1, tu passes. Donc en fait, la draw n'avait aucun impact. J'aurais commencé avec une draw, ça aurait été bien mieux que de gamble entre victoire et défaite. Entre victoire et défaite. J'aurais eu en fait mon bonus en fait. Et je l'ai laissé passer ce bonus. Donc c'est sur des petits trucs comme ça, tu vois, où le World est très spécifique et il faut vraiment connaître, tu vois. Et derrière, je perds la deuxième, je passe en 0-2. Je tombe face à combo Thunder Danger. J'ai une situation compliquée. Peut-être que j'aurais pu mieux jouer, j'ai pas la game en tête honnêtement. Donc en tout cas, je perds. Et d'ailleurs, je gagne les 3 autres contre un japonais et un américain et un australien, je crois. Bref. Et donc je finis en 3-2, malheureusement, je passe pas, mais je me voile pas la face en 0-2 into 3-2, évidemment, je suis dernier des X2, basta, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que mon World s'est déroulé. J'ai encouragé de ouf Samir en top cut. Ça n'a pas suffi malheureusement, il s'est arrêté en top 8, ce qui est déjà vraiment bien pour le coup. Et voilà, je pense que ce top World, ça fait que Samir il a le meilleur palmarès français tant que quelqu'un n'aura pas fait top World aussi, tu vois. C'est vrai. Et tu parlais tout à l'heure, tu as abordé un petit peu ce sujet-là, tu disais que cette notion de gagner vite, très jeune, n'était pas forcément une très bonne chose au final. Ouais, non, je pense pas. Malgré ce que représente le World au final. En fait, c'est pas une question de est-ce que ça m'a impacté en termes de gameplay, c'est une question qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui changent quand tu gagnes, au niveau du regard des gens, au niveau de comment ils te prennent et tout comme personne. Et j'étais trop jeune, juste socialement, pour assumer ça. En fait, derrière, je me retrouve socialement, à être un peu... En fait, je passe de ok, bah je vais à un événement, et en fait, je joue contre un adversaire qui ne me connaît pas, qui s'en bat les steaks de ma vie.
qui veut gagner, mais comme il veut gagner toutes les rounds. Normal. Je vais à un event, le mec il tombe contre moi, son but c'est de me niquer à tout prix en fait. Non mais sincèrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Limite prêt à faire N'importe plus quoi, que quoi. voilà, Ouais. plus que nécessaire on va dire, plus que autorisé. Ça c'est un changement drastique pour moi et en fait je prends moins de plaisir à jouer au jeu compétitivement. Littéralement je prends moins de plaisir. En fait c'est dur pour l'ego d'un compétiteur. Tu perds, le mec il est tout content, il est super joyeux. Alors qu'en règle générale, quand tu perds et que tu es à ce niveau-là, c'est souvent sur des situations où tu pouvais pas faire grand-chose, tu vois. C'est ça. Et le mec est super content, tu vois, il se retrouve à en parler avec ses potes, t'entends, tu vois, les gens te jugent, tu vois, j'arrive à un événement, je fais un mauvais résultat, ah bah, qu'après il fait un mauvais résultat, est-ce que machin et tout. Coup de chance, blablabla, tu vois. Donc très compliqué. Ça, j'ai du mal à le prendre et ça se voit sur les prochains résultats. Ghent, j'y vais pas sérieusement. Ouais. J'ai avec Mystic Mind parce que c'était un méta call et parce que je voulais pas me prendre la tête, je me suis pas préparé juste. Donc voilà. Et après Ghent, j'ai le temps de me reconstruire un petit peu à ce niveau-là. Je recommence un petit peu avec Londres, Milan et tout, mais c'est pas assez sérieux non plus. Et il y a qu'après où j'ai vraiment, avec le temps, voilà, derrière il y a le Card Market Series en janvier 2020. Je fais deuxième. Ensuite, il y a le YCS Utrecht, le dernier YCS qui a eu lieu en Europe. C'est ça, Je fais top 16, malheureusement, Ryan m'élimine. Et voilà quoi. Donc là, après, j'ai continué à faire des bons résultats après le confinement et tout. Mais voilà, ce World, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de positifs. Un petit peu de négatif, mais comme toutes les choses dans la vie, quoi. Ouais. Le World est passé, il y a eu le Covid. Ouais. Le Covid, ça a été une grosse épreuve de penalty très très dure à défendre, très dure à marquer des buts sur cette période-là. Qu'est-ce qui a fonctionné? C'est le stream concrètement, la possibilité justement de jouer à Yu-Gi-Oh! Ou de faire du contenu Yu-Gi-Oh! À distance sans forcément être sur le terrain. On a développé ce côté virtuel de Yu-Gi-Oh! Ne serait-ce que pour l'apport de contenu. Les plateformes aussi se sont un peu développées jusqu'à aujourd'hui en être un master duel via Konami. Mais tu t'es aussi construit quelque chose en fait à travers tout ça. Et tu as apporté, moi je le dis et je l'assume d'ailleurs, ce que tu as apporté en fait au niveau du Yu-Gi-Oh! C'est ce qu'il manquait, moi je pense, et ce qui manque encore un peu parce qu'au final il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui en comparaison avec le monde francophone ou américain. C'est l'analyse de jeu poussée, compétitive, plus j'ai envie de dire à la dure, dans le sens où en fait c'est un jeu où on veut gagner, et pour gagner il faut s'y connaître, il faut être capable d'analyser, être intelligent aussi, et en fait tu as apporté ce truc là qui était très peu représenté en fait sur le monde français. Même anglophone, en vrai, compétitivement, ça s'est développé que pendant le confinement. D'accord, ok. En vrai, avant, compétitivement, t'avais que les deck profile. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir. Et les deck profile, c'était trier monstre, magie, piège. Rien que ça, déjà, tu te rends compte comment ça a changé. Et c'était le mec qui te fait, joue 3 ça, c'est fort. Joue 2 ça, je trouve pas ça très fort. Joue 1 ça, c'est pas ouf. Joue machin. Blablabla. Donc c'était rien en fait. Du vide. C'était juste du compte rendu quoi. En fait, les gens qui regardaient faisaient de la stagnation. C'était une boucle, voilà. Et on voit que depuis ce changement-là, on va en parler de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Moi, le confinement, comment est-ce que je l'ai pris? En fait, encore aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment traumatisant, réellement. Traumatisant, c'est le mot, je pense. Quand je l'ai très mal pris, j'en suis ressorti avec beaucoup de mauvais points. Physiquement, mentalement, ça a été très dur. En fait, j'ai voulu vraiment prendre mes responsabilités, genre. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, c'est un jeu que j'aime. Je vais pas dire que je suis l'abbé Pierre, que je l'ai fait pour les autres. Je l'ai fait parce que c'est un jeu que j'aime et que je veux pouvoir continuer à y jouer. Bien sûr, c'est sûr. Et que moi, ça me fait plaisir d'aider des gens. Voilà, j'ai cette chance-là. Je dis pas que c'est normal, que tout le monde doit le faire. Moi, quand je vois quelqu'un être content, ça me rend content. C'est une chance. Donc voilà. Et je me retrouve à vouloir faire en sorte que la communauté ne retombe pas, parce qu'on avait eu le bon point qui était Zool, etc. Et je veux pas que ça retombe, quoi. Ouais, bien sûr. Ce que j'ai connu là, les double sécu avec 200, 300 joueurs et tout en 2019, je veux le revoir. Je veux pas retomber dans les époques obscures que moi j'ai connues au début début 2017 et tout. On sait pas où on en est, quoi. Où en fait, tu veux un double sécu, il y a 60 joueurs en double sécu. 60 joueurs, c'était la moyenne. Incroyable. Et c'était genre un gros double sécu, c'était genre 80 joueurs. Voilà. CDF, 300 joueurs, tu passes à 1200. Donc voilà, je voulais pas perdre ça. Donc je me dis, vas-y. J'avais une chaîne YouTube parce que j'avais fait une saison où j'étais sponsorisé par une équipe compétitive, mais c'est pas vraiment une équipe compétitive en fait. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'en fichent de ma vie. Je porte un maillot, je porte un sponsor,
Et voilà, et je fais ma vie après. Il n'y a aucun engagement, aucun devoir, aucun machin. Ok. Et en échange, j'ai des voyages payés ou des trucs comme ça, quoi. Donc, je sors de là avec une chaîne YouTube qui était l'un des trucs du contrat où, en gros, je devais proposer du contenu. J'ai aucun problème à le dire. Moi, la chaîne YouTube de base, c'était limite mercenaire. Hein. C'est-à-dire que je faisais des vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas moi qui m'en occupais. Je venais, je me pointais, on me disait vas-y, fais une vidéo sur ça. Je disais ok, vas-y. Je faisais mon truc, machin. C'était souvent des choses où je m'en foutais et tout. C'était très rarement des. Voilà. À part les deck profile ou c'était vraiment pour le coup. Voilà. Mais sinon, il n'y avait rien d'incroyable. C'était nul. Franchement, mon contenu, je le regarderai jamais, tu vois. Aujourd'hui, je regarderai pas ce que. Donc voilà, c'était juste. De cette époque-là, en tout cas, quoi. Ouais. Bien sûr. Et je me dis, vas-y, je vais utiliser cette base-là pour essayer de continuer à donner aux gens. Et en fait, le déclic, ça a été le fait que j'ai rencontré la communauté en ligne avec Nesh. Peut-être que les gens ne sont pas familiarisés avec Nesh, mais en gros, c'est un joueur en ligne uniquement. Et en fait, il y avait toute une communauté en ligne qui n'existait pas avant parce qu'elle n'avait pas en fait, Dueling Book, c'était qu'un outil pour s'entraîner pour les events dans la vraie vie. Alors que maintenant, c'était devenu le seul moyen de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc ça a grandi de ouf. Et en fait, en connaissant Nesh, tout s'est accéléré, que ce soit francophone ou anglophone. Après, les gens vont peut-être pas me croire, mais moi, Nesh, c'est quelqu'un que je connais depuis ce moment-là, même un petit peu avant. Et je pense que avant qu'on discute et tout, et Nesh, il avait beaucoup de choses à m'apporter au niveau gameplay, au niveau expérience et tout, parce que c'est un très ancien joueur. Il y a des choses, franchement, je connais personne d'autre qui peut les faire que lui, tu vois. Il est meilleur que moi sur pas mal d'aspects. Et moi, je lui ai beaucoup apporté aussi, sur tout ce qui est deck building, mathématiques, etc. au niveau du jeu. Et aussi se rendre compte que Yu-Gi-Oh! En ligne et dans la vraie vie, c'est très différent. Donc on va dire qu'on s'est trouvé au bon moment, qu'on s'est apporté plein de choses l'un et l'autre. Ça sert à rien de quantifier, on s'en fout. Ça sert à rien. Mais le fait est que, avant ça, j'avais jamais vu une deck profile quelconque, anglophone, francophone, italien, ce que tu veux, où le mec il triait son deck, rien que ça déjà, tu vois. Des trucs qui semblent simples aujourd'hui, c'est basique, mais c'était pas le cas. C'est devenu un truc fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça avant moi, jamais. Donc je pense que mon impact, et ça les francophones ils ont du mal à l'imaginer parce que j'ai décidé de continuer à faire du contenu francophone parce que je veux pas laisser tomber la communauté francophone. Mais je pense que je serais plus à l'aise dans ce qu'est la communauté anglophone aujourd'hui pour plein de raisons. Et en fait, les gens ont du mal à le considérer, mais moi je suis réellement l'un des facteurs majeurs de ce qui s'est passé sur le contenu anglophone, tout ce qui est Iron Man, etc. Tout ce qui est Iron Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les tournois avec du cash price, des 3 contre 3, ça dure des heures, il y a 1200 € en jeu, tu vois. Et c'est littéralement moi et Nesh qui l'avons construit. Oui, bien sûr. Là, dernièrement, j'étais en stream pour le YCS Hartford, on a streamé avec Nesh, on a streamé 8 heures du YCS. Il lui-même l'a dit, tu vois, on l'a créé ensemble ce truc et tout. À l'époque, quelles histoires c'était, donc je pourrais pas tout raconter, tu vois. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que le confinement, je l'ai vécu. Donc d'un côté, sur Yugi, ça m'a permis de me concentrer, parce que j'avais plus de temps, sur plein de choses, création de contenu, etc. Où je me suis peut-être mis la barre trop haute. À un bout d'un moment, j'ai fait un petit, pas burn-out, parce que j'aime pas ce truc-là. C'était trop, quoi. C'était trop. J'ai pris une pause, j'ai pris 2 pauses assez. C'est vrai qu'on a pris vraiment. Voilà, YouTube, je trouve ça super dur parce que je trouve pas que, en fait, tu mesures pas l'impact que tu as sur les gens comparé à Twitch. Donc c'est bien moins simple de se motiver. En fait, Twitch, je te dis la vérité. Moi, le temps que je passe sur mes vidéos, sur mes lives, c'est pas quantifiable parce qu'en fait les informations que je donne, c'est de l'expérience que j'ai accumulée en jouant. Donc en fait ce que je donne, c'est toutes mes heures de playtest en fait. Donc en réalité, même en live que je lance en 1 seconde, ce que je donne, c'est des heures de préparation. C'est expérientiel en fait. Là, tu partages vraiment quelque chose sur lequel les gens vont s'identifier et pas quelque chose qui parfois peut paraître un peu froid sur YouTube parce que tu partages une situation donnée souvent. C'est ça, bien sûr. Et puis là, je me retrouve imagine, je passe 3 heures à train un deck. C'est pour mon plaisir, je l'aurais fait que je fasse du contenu ou pas. Donc si j'allume un live et que je partage avec les gens et que je passe un bon moment, c'est simple pour moi. C'est vrai. Ça va me prendre 2-3 heures. Alors que si je veux faire une vidéo YouTube, avec les contraintes que je me suis imposées au fur et à mesure, parce qu'au départ la forme était dégueulasse, là ça s'est un peu amélioré,
c'est toujours avec les moyens du bord. C'est aussi être honnête au final. Hein. Et je pense que les gens, c'est aussi une manière aussi de montrer que tu es comme tout le monde en fait, bien tout sûr. simplement. Moi, je sais que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps de faire Twitch. Je peux te dire que j'ai pas le temps en fait, en vrai, tu vois. Mais moi, il y a des trucs, j'arrive, je sais pas faire. Et je me rappelle au début de tes live Twitch, bah, tu le disais, hein, bah, les gars, on fait comment quoi? On fait comment pour faire ça? Littéralement. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est comme ça. On est des gens comme, enfin, tu es une personne comme une autre, on est des personnes comme les autres. Moi, si j'ai réussi à m'améliorer dans ce truc-là, un peu d'audiovisuel et tout, et encore, je suis une merde, genre vraiment, je suis nul, genre. C'est vraiment parce que je connais des gens qui m'ont aidé, j'ai fait des rencontres, etc. Et j'en suis reconnaissant, tu vois. Et donc aujourd'hui, les vidéos telles qu'elles sont, la vérité, c'est que, en fait, c'est souvent après que le sujet m'intéresse, je travaille le sujet, je le partage sur Twitch, et après, ça devient moins naturel de le repartager sur YouTube déjà une première fois. Parce que, bon, voilà. Et ensuite, aujourd'hui, si je veux faire une vidéo et que moi, je m'impose le fait de ne pas retomber dans de la forme moins bonne, en vrai, ça prend du temps. Surtout pour quelqu'un qui s'y connaît moins bien, tu vois. Je tourner. Moi, c'est pas quelque chose de naturel pour moi de tourner. Play et avoir un script plus ou moins, en tout cas des idées, et derrière donner beaucoup d'énergie parce que YouTube, ça va être super énergétique parce que les gens, sinon, c'est ça. ils te mettent un autre truc. Alors que Twitch, t'as le temps, tu vois. Donc, et d'ailleurs, ce qui fonctionne d'ailleurs, c'est le temps que tu vas accorder aux gens, généralement, qui va fonctionner. YouTube, bim, tu dois directement rentrer dans le truc et tout. Et tu te retrouves à donner beaucoup d'énergie sur un petit laps de temps. C'est dur de se motiver à la tourner. Mais bon, vas-y, la tournée, c'est 30 minutes. Tu la tournes et après, miniature. Moi, mes miniatures, pareil, j'essaie de faire des trucs. Dernièrement, quand j'essaie de faire des trucs vraiment travailler et tout, je prends 1h30, 2 heures, tu vois, facile. Derrière, montage. Alors là, je suis une brêle de ouf. Je conseille aux gens qui consomment le contenu de se rendre compte réellement de ce que c'est et eux-mêmes s'investir si pour eux Yu-Gi-Oh c'est important. Et s'investir, je parle pas de je me sub. Évidemment, c'est le soutien maximum de donner de l'argent. Mais pour moi, juste si le jeu il te plaît et que tu veux œuvrer pour la communauté, donne de ton temps, investis-toi, fais de ton mieux pour toi. Et rien qu'en t'aidant toi, t'aides la communauté. Ça fait un joueur de plus, ça fait un mec qui s'intéresse de plus, ça fait etc. Donc voilà, moi j'espère que le jeu, on pourra lui ouvrir les portes au plus de monde possible. Et en fait, moi je me prends un petit peu comme... pour moi, voilà comment je vois les choses. Zool, etc. Ce genre de créateurs de contenu-là ouvrent les portes du jeu réellement. Parce qu'ils en ont la capacité, via le fait qu'ils ont une renommée, etc. en dehors de Yu-Gi-Oh! Je serais pas capable de faire ça. J'ai juste pas la possibilité. Et après, une fois qu'ils arrivent dans Yu-Gi-Oh!, c'est à moi de les prendre un peu en main, tu vois. C'est comme ça que je vois le truc. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc j'essaie de faire les choses bien. Au final, en vrai. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, en France, on n'est pas aussi nombreux, en vrai, qu'autre part, on va dire ça comme ça. Mais il y a certains, je ne peux pas parler de tous parce que je ne les connais pas tous de toute manière, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen que chacun ait sa place, entre guillemets, tu vois. Après, aux auditeurs, en fait, concrètement, aux personnes qui regardent, de juger du contenu, ça, c'est pas nous qui allons faire, on ne fait que produire ce que nous, on espère qui peut intéresser. Mais concrètement, je pense que ça va se développer de plus en plus pour que chacun ait son cheminement, ces youtubeurs qui vont kiffer, c'est ça. Et ce type de contenu qui va leur plaire, quoi. Et comme tu dis, c'est assez incroyable qu'on en arrive là à au final pléthore de choix, alors que le Covid aurait pu tout mettre en dessous, quoi. Aurait tout pu déglinguer. Et ça, on peut quand même dire merci, ou en tout cas, je le reconnais, même si pour moi ils ont beaucoup de tort. Mais ils ont aussi beaucoup de bonnes choses. Konami a mis le paquet sur la création de contenu depuis un bout de temps déjà. Je veux dire, les gens voient beaucoup les mauvais points de Konami parce qu'évidemment, on a plus tendance à se plaindre qu'à remercier les bonnes choses. On est français aussi. Hein. Littéralement fait pour ça. Mais faut se rendre compte que voilà, tout ce qui est aujourd'hui, une display sort, t'as 4 ou 5 créateurs de contenu francophones qui peuvent bénéficier d'une avant-première, d'un machin et tout. Ça aide malgré tout. Même si, imaginons que ce soit pas le contenu que tu kiffes en tant que viewer, faut se rendre compte que la personne, quand elle fait du contenu Yu-Gi-Oh!, elle n'est pas rémunérée. C'est vrai. Il faut se rendre compte, elle n'est pas rémunérée, elle ne peut pas être rémunérée. YouTube ne rémunère pas. Moi, je prends mon exemple, très honnêtement, j'ai une chaîne, j'ai 10 000 abonnés. Ça vaut rien. C'est ce que j'ai. Pour moi, c'est pas une réussite, c'est pas un machin. Regarde, je suis pas le genre de mec, au bout de 10 000 abonnés, oh merci les gars, merci beaucoup. Je m'en bats les couilles en fait. Je les ai gagnés dans le sens où c'est des gens qui, chaque unité est une personne en fait, réelle, qui existe réellement, pas un numéro, qui consomme parce que ça lui plaît. Donc en fait, pour moi, chaque personne qui vont consommer, parce qu'elle consomme, c'est une réussite. C'est pas une question d'objectif, c'est pas des chiffres.
Je m'en bats les steaks en fait d'avoir 10 000 abonnés, 200 000, je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, même comme ça, dans le sens où dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas beaucoup de gens qui font 10 000, 15 000 vues par vidéo. Tu gagnes des centimes, mec. Ouais, des centimes. Le but, c'est pas la recherche du fric, quoi. Donc voilà, il faut se rendre compte que les avant-premières comme ça, même si c'est pas le contenu que tu aimes consommer, ça permet à Konami de trouver un moyen aussi de rémunérer les créateurs de contenu. Oui, parce que ça te donne une occasion de faire une vidéo assez simple mais cool qui va partager une passion. Et puis t'as des cartes gratuites. Oui, bien sûr. Donc voilà, faut se dire la vérité. Donc ils œuvrent quand même, des fois dans l'ombre, même si la communication elle est pas super bonne. Et pour moi c'est ça le premier problème qu'on a avec eux. Mais malgré tout, ils œuvrent, quoi. C'est vrai et même ça a permis aussi, en fait, en vrai, de nous mettre même un peu en contact les uns avec les autres, créer un peu cette espèce de chaîne de communication. Ouais, le Remote Duel, c'est génial. Moi, je te le dis, le Remote Duel, c'est génial. Moi, j'adore ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que mon avis, c'est que le Remote Duel, c'est de la merde. J'ai jamais pensé que le Remote Duel, c'est de la merde. Moi, je préfère jouer IRL. Je pense que tout le monde préfère jouer IRL. Mais c'est une logique, en fait. Il n'y a pas de compétition. On s'en bat les... C'est juste un moyen de faire en sorte que des gens qui ne puissent pas jouer de base peuvent jouer. C'est ça. Moi, je pense même pas, ok, Covid, on n'avait pas le choix. Ok, c'est une solution temporaire, tu vois, on s'en fout. Mais le fait qu'aujourd'hui, tu sois capable, Konami ait mis en place quand même des manières de faire en sorte que des gens qui soient isolés puissent jouer avec des gens qui ne le soient pas. Même si c'est littéralement une webcam accrochée, tu vois. Mais ils l'ont institutionnalisé quand même, ils l'ont mis en avant et tout, avec des invitationnels, etc. Ils ont rendu ça important. Ils ont fait des YCS Remote Duel, machin. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Ça permet à des gens qui de base ne pouvaient pas jouer au jeu de s'y mettre aussi. Master Duel, pareil, le jeu, moi je suis pas fan. Parce que pour plein de raisons, on va pas le dire là. Mais ça permet à plein de gens de passer de Duel Links au vrai jeu, entre guillemets. Ça permet à plein de gens de se remettre à jouer, de redécouvrir, etc. Donc, non, mais c'est clair qu'aujourd'hui. C'est bénéfique. Konami a bien travaillé, moi, je pense. Aujourd'hui, on n'en est plus à Yu-Gi-Oh! Quel est ce jeu de l'ombre, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, il y a des possibilités de le découvrir. Bien sûr, sur Twitch, Farfa qui te fait 2000, 2500 viewers constamment. Ça s'appelle un vrai streamer. Bien sûr. Donc, il y a un vrai streamer. Pour moi, c'est le padré, c'est le king. Il n'y a rien à dire. Le mec, il est capable de te faire 4 heures de contenu sur rien. C'est un travail, c'est littéralement un travail. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable qu'il soit capable de faire ça. Et peut-être que demain, on partira vers du e-sport, qui sait, Yu-Gi-Oh! Etc. Et ce sera incroyable là-dessus. Je souhaite le meilleur futur au jeu, bien sûr. Ouais, exactement. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'en fait, on a dit beaucoup de choses. Et je suis assez content d'avoir eu cet échange parce qu'au final, même à moi, tu réponds à des questions parce que au final, les gens pensent qu'on se connaît tous et tout et qu'on a le temps de discuter. Bah non, c'est vrai qu'on est chacun dans notre train de vie. Voilà, on est chacun dans notre train de vie. On a un jeu qui nous rassemble qui est Yu-Gi-Oh! Alors moi, je suis encore plus loin parce que moi, je suis à 8000 km de l'Europe concrètement. Mais c'est cool quand même d'avoir cet échange-là, de découvrir tout ça. Moi, je suis aussi fier en fait parce que c'est pas aussi juste pour le fun en fait que je te demande de venir, c'est parce que avoir des joueurs comme ça qui sont capables en fait d'apporter du contenu, d'apporter des réponses, d'apporter des fois des éclaircissements aussi sur un peu ce qui s'est passé, mais surtout d'apporter une vision en fait pour le jeu, parce que c'est ça qui est important moi je trouve aujourd'hui, c'est qu'on ait des joueurs, des créateurs de contenu qui ne s'arrêtent pas simplement à faire du contenu pour faire du contenu, mais qui aient une réelle vision en fait pour le jeu, pour ce qui va se passer demain, ce qui peut arriver, et peut-être même un jour au jour des hologrammes, ce serait marrant, mais je pense que ça arrivera jamais. Mais on se le souhaite. Ouais, on se le souhaite. Mais voilà, et c'est ça qui est intéressant, et c'est d'ailleurs le but en fait, concrètement, comme je le répète, de cette vidéo, c'est de pouvoir avoir accès à tout ça. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir fait ce déplacement. C'était pas simple de se croiser dans ces emplois du temps un peu compliqués. C'est sûr que on a trouvé le temps, et puis merci à toi de m'avoir accueilli. Ouais, écoute, j'espère que tu as kiffé ce moment. Je pense que c'est des choses que j'aimerais refaire au fur et à mesure je pense que déjà toi tu le fais tout simplement dans Twitch parce que tu te livres assez souvent d'ailleurs. Et je trouve ça d'ailleurs assez vrai en fait dans ta manière de faire. Donc merci à toi Gab. Merci à toi. J'espère que tu vas encore nous revenir avec du gros résultat à l'Europe et ainsi de suite, et sincèrement moi je suis pour de toute manière va conquérir. De toute façon tu me verras jouer tant que je gagne pas le World. Voilà. Si je gagne le World, je t'avoue, j'arrête. Les gars, vous avez l'annonce officielle, il jouera tant qu'il ne gagne pas le World, donc ça se trouve. Si je gagne le World, je sais pas comment je réagirais. Il y a moyen que j'arrête de jouer, que je me mette à judge ou quoi, mais. Sérieux? Ouais, il y a moyen. Mais si
Comme ça, on changera le monde du judging aussi, qui a pas mal de problèmes. Ok, mais super, merci beaucoup Gab. Les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire un tour sur la page YouTube, mais surtout sur Twitch avec Gab. C'est peut-être le meilleur moyen d'ailleurs de te découvrir le mieux, on va dire ça comme ça, comme tu nous l'as expliqué sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Les potos, c'est une force pour moi. Et je vous dis à bientôt. Je te dis à bientôt Gab. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Allez, ciao.